et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui peut sembler toute simple, mais qui en réalité paralyse beaucoup de monde. La question c'est, combien je peux vraiment mettre de côté chaque mois? On a mis la main sur un guide pratique qui promet de démystifier tout ça. L'idée, c'est de passer du brouillard financier à une clarté totale, et avec une seule formule. Notre mission, c'est de voir si c'est aussi simple que ça, et surtout, ce qui se cache un peu derrière cette simplicité apparente. C'est une question qui est absolument fondamentale. Tellement de gens naviguent un peu à vue avec leurs finances. Ils ont une idée, comme ça, un peu vague de ce qui rentre, de ce qui sort. Et ce guide, il propose de mettre un chiffre précis sur ce qu'il appelle la capacité d'épargne. Et ça change tout. D'ailleurs, pour bien planter le décor, l'auteur commence avec une citation de Warren Buffett, et elle change complètement la perspective. C'est « N'épargnez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir épargné ». C'est simple, mais quand on y pense 2 secondes, c'est une petite révolution pour ses finances. Ah, mais c'est un véritable hack psychologique. En fait, en se payant soi-même en premier, on transforme l'épargne. Ça passe d'une contrainte de fin de mois, un coût un peu subi, un peu aléatoire, à un objectif prioritaire, non négociable. Mhm. Et le cerveau, du coup, il est forcé de s'adapter, de fonctionner avec le budget qu'il reste. C'est complètement différent de voir l'épargne comme une sorte de perte à la fin du mois. On inverse tout, en fait. L'épargne n'est plus un reste. C'est la fondation. Attendez, parce que la formule qui est proposée juste après, elle est d'une simplicité presque déconcertante. Revenu moins dépenses mensuelles égale capacité d'épargne. C'est la base de la bave. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un guide pour s'attarder là-dessus? C'est quoi l'angle neuf ici? C'est une excellente question. Et on pourrait croire que c'est trivial. Mais la subtilité, et l'auteur insiste vraiment là-dessus, elle est dans le mot « exactement ». Ah oui, La plupart des gens ont une idée vague de leurs dépenses. On connaît son loyer, ses grosses factures, d'accord. Mais tout le reste, c'est un nuage. Le vrai travail, la vraie valeur de cette étape, ce n'est pas de comprendre l'addition, c'est de faire l'effort, une bonne fois pour toutes, de traquer ses dépenses pour avoir un chiffre précis. d'accord. C'est cet exercice qu'on néglige souvent parce que, il nous met face à nos habitudes, qui est la vraie première étape. Donc le but, c'est pas tant le calcul que la collecte des données en quelque sorte, savoir où va chaque euro. Précisément. Et c'est là que le guide utilise une métaphore que je trouve très parlante. Il appelle cette capacité d'épargne nos munitions. Des munitions. Oui, c'est une image forte. Tant qu'on ne sait pas exactement de combien de munitions on dispose, on ne peut pas planifier d'attaque. On ne peut pas se fixer d'objectifs qui soient réalistes. Obtenir ce chiffre, c'est passer de l'incertitude à la maîtrise. On sait enfin de quelle force de frappe on dispose. Et ça donne une clarté, un sentiment de contrôle qui est psychologiquement très puissant. D'accord, je vois mieux l'intérêt. Une formule, c'est abstrait. J'imagine que pour rendre ça concret, l'auteur utilise un exemple. Oui, et c'est indispensable pour qu'on puisse se projeter. On nous présente Sandra, elle a un salaire net de 2 000 € par mois. Après avoir fait ce fameux travail de pistage, elle arrive à un total de dépenses mensuelles de 1 400 €. Ok. L'application de la formule est donc immédiate. 2 000 moins 1 400, il lui reste 600 €. C'est ça, sa capacité d'épargne. 600 €, c'est un chiffre qui peut être à la fois très motivant pour certains et en même temps complètement décourageant pour d'autres qui sont peut-être loin du compte. Comment le guide gère ça? C'est un point clé et l'approche est assez fine. Le guide précise tout de suite que Sandra, avec ce ratio, n'est pas une grande dépensière. Ça permet de poser un jalon. D'accord. Mais surtout, ça ouvre tout de suite la discussion sur « et si mes dépenses sont plus élevées ?» Et c'est là qu'on entre dans le cœur de l'action, l'optimisation. Justement, parlons-en. Le guide suggère des pistes pour optimiser ses dépenses. Les exemples sont assez classiques. Couper les abonnements inutiles, comparer ses assurances. On a un peu l'impression que c'est un conseil qu'on entend partout. Est-ce que ça va plus loin que ça? Ça va plus loin dans la philosophie qui est derrière le conseil. L'auteur prend bien soin de faire une distinction qui, à mon sens, est fondamentale. Je cite de mémoire. Il ne s'agit pas de se serrer la ceinture, mais d'éviter de payer trop cher pour des choses que vous n'utilisez pas ou pour lesquelles vous pouvez avoir le même service pour moins cher. La différence est énorme. Développer, parce que pour beaucoup, optimiser, c'est juste un mot poli pour dire couper dans les dépenses.
Se serrer la ceinture, c'est de la privation. C'est renoncer à quelque chose qui apporte de la joie, du confort, moins de sorties, plus de café à la maison. Ça implique une baisse de la qualité de vie. Oui, L'optimisation, telle qu'elle est présentée ici, c'est de l'intelligence financière. C'est traquer ce qu'on pourrait appeler les dépenses fantômes ou les fuites invisibles. L'abonnement à la salle de sport où on ne va jamais, le classique. l'assurance auto qu'on n'a pas renégociée depuis 5 ans, les frais bancaires qu'on pourrait éviter, le forfait téléphonique est 2 fois plus cher que les offres actuelles. C'est de l'argent qui part tous les mois sans qu'on y fasse attention pour un service qu'on n'utilise pas ou qu'on pourrait avoir pour moins cher. Exactement. Le guide nous incite à faire un audit de ces postes. On peut facilement économiser des dizaines, voire des centaines d'euros par an, sans absolument rien changer à son niveau de vie. On a le même service, la même couverture d'assurance, on a juste cessé de surpayer. C'est une démarche qui est proactive, gratifiante. Pas une démarche punitive. On ne se sent pas plus pauvre, on se sent plus malin. C'est une nuance importante, oui. Mais revenons à ce sentiment de découragement. Que dit le guide à quelqu'un qui fait le calcul et arrive à une capacité d'épargne de 50 euros, ou même 20 euros? C'est là que beaucoup de gens abandonnent, non? Absolument. C'est le moment critique. Et le guide anticipe très très bien cette réaction. Il y a un passage très humain qui s'adresse directement à ces personnes. Et le message est martelé, le montant de départ n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de commencer. C'est de mettre en place le système. Il y a une phrase qui m'a marqué dans cette section, c'est « Les bonnes habitudes comptent plus que le montant ». C'est contre-intuitif dans un monde où on est un peu obsédé par les gros chiffres. C'est la différence entre un événement ponctuel et un système durable. Mettre 50 euros de côté une fois, c'est un événement. C'est bien, mais ça ne construit rien. Mettre 50 euros de côté tous les mois, sans faute, c'est un système. D'accord. Psychologiquement, on entraîne le muscle de l'épargne. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'habitude d'épargner 50 euros et celle d'en épargner 600. C'est le même circuit neuronal de discipline qu'on renforce. On passe de l'identité de quelqu'un qui n'arrive pas à épargner à quelqu'un qui épargne tous les mois. Ce changement d'identité, c'est la vraie victoire à ces stades. C'est un peu le principe des habitudes atomiques. Commencer si petit que c'est impossible d'échouer, juste pour construire l'élan. C'est tout à fait ça. Le guide valorise la mise en place du processus plus que le résultat immédiat. Un système, même modeste, produira des résultats exponentiels sur le long terme. Alors qu'un effort isolé, même important, reste un coup d'épée dans l'eau. Commencer avec 50 euros, c'est déjà infiniment plus que de ne rien faire en attendant d'avoir un plus gros salaire. Donc Sandra a son chiffre magique, 600 euros. J'imagine que la première réaction, et le texte le montre bien, c'est de se dire « Génial, j'ai 600 euros à investir tous les mois, direction la bourse ». Mais j'ai l'impression que le guide appuie tout de suite sur le frein, non? Oh que oui, et c'est un signe de sagesse. L'auteur est très structuré, il prévient immédiatement que ce serait une erreur de brûler les étapes. Définir sa capacité d'épargne, ce n'est que la fondation de la maison. Le guide annonce clairement que la suite, comment répartir cette épargne entre un fonds de sécurité, des projets, de l'investissement, ça, ce sera abordé plus tard. Et pourquoi cette prudence est si importante? La tentation est grande de vouloir faire fructifier cet argent tout de suite. Parce que l'investissement sans filet de sécurité, c'est la recette du désastre. Si on investit la totalité de sa capacité d'épargne et que la machine à laver tombe en panne le mois d'après, on fait quoi? On est coincé. On doit vendre ses investissements en urgence, peut-être à perte. La séquence est cruciale. D'abord, savoir de combien on dispose. Ensuite, se constituer une épargne de précaution. Et seulement après, commencer à investir la part dont on n'aura pas besoin à court ou moyen terme. En posant cette balise, le guide évite à ses lecteurs de commettre l'une des erreurs les plus courantes du débutant. Cette approche prudente et pédagogique nous amène logiquement à l'avertissement plus global qui est présent dans ces pages. Il ne s'agit pas de conseils personnalisés. Non, et c'est un point d'éthique essentiel. L'auteur rappelle des vérités fondamentales que tout le monde doit garder en tête. D'abord, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. C'est pas parce qu'une action a monté hier qu'elle montera demain. Ensuite, que tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'argent n'est jamais garanti sur les marchés. Et enfin, et c'est le plus important, chaque décision doit être le fruit de ses propres recherches en fonction de ses propres objectifs.
Ce qui me surprend, c'est cette citation de Charlie Munger, le partenaire de Buffett, qui est utilisée pour conclure cette partie. Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. C'est une invitation à l'autonomie qui est très forte. Ça déculpabilise de ne pas avoir la stratégie parfaite dès le début, non? C'est exactement ça. Cette philosophie est la seule approche qui soit durable. Copier aveuglement la stratégie de quelqu'un d'autre sans la comprendre, c'est le meilleur moyen de paniquer et de tout vendre à la première secousse. On ne sait pas pourquoi on a acheté, donc on ne sait pas pourquoi on devrait garder. Logique. Par contre, si on a fait ses recherches, si on a assemblé les idées avec son propre cerveau, comme le dit Munger, on comprend le pourquoi derrière chaque décision. Et cette compréhension, ça a permis de tenir le cap dans la tempête, de rester rationnel quand tout le monde cède à l'émotion. Ce guide, il ne donne pas le poisson, il apprend à pêcher. Il fournit les outils, le cadre, mais la décision finale, elle nous appartient. C'est une démarche de responsabilisation. Si on devait synthétiser les messages clés de cette approche, on voit que tout part d'un acte simple, mais puissant. Le calcul de sa capacité d'épargne. C'est le point de départ non négociable pour reprendre le contrôle. C'est le passage de l'ombre à la lumière. On passe d'une situation où on subit ses finances à une situation où on sait précisément de quelle marge de manœuvre on dispose. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un changement psychologique énorme. C'est reprendre le volant. Et au-delà du chiffre, l'idée la plus forte est peut-être que l'habitude prime sur le montant. La régularité du geste est plus importante que la taille du geste au départ. C'est le cœur du réacteur. C'est ce qui rend cette démarche accessible à tous, quel que soit le niveau de revenu. Le but n'est pas de devenir riche demain, mais de devenir un épargnant aujourd'hui. Le reste suivra. Pour laisser matière à réflexion, une idée qui découle directement de notre analyse. Le guide fait cette distinction très fine entre optimiser ses dépenses et se serrer la ceinture. Une piste d'exploration intéressante pour chacun, ce serait d'analyser ses propres relevés bancaires, non pas en se posant la question un peu anxiogène « qu'est-ce que je dois couper ?», mais plutôt en se demandant où est-ce que je paye peut-être trop cher pour un service équivalent ou pour un truc que je n'utilise plus vraiment. La perspective est complètement différente, beaucoup plus proactive et moins punitive. C'est un jeu d'efficacité, pas un concours de sacrifice. C'est une excellente façon de voir les choses. On devient un détective de ses propres finances, à la recherche de l'argent dormant, plutôt qu'un bourreau qui coupe dans le plaisir. Le résultat en euros économisés peut être le même, mais l'état d'esprit n'a absolument rien à voir. Si cette discussion vous a plu, si elle vous a apporté de la clarté, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et de nous laisser un j'aime ou une bonne note. Ça nous aide énormément à poursuivre ce travail d'analyse. Merci de votre écoute.